On imagine un président entouré de dorures. Albert Lebrun, lui, naît au milieu de la boue, du fer et d'un drapeau qui n'est pas le sien. Et le contraste est brutal. L'homme qui finira par tenir la clé de l'Élysée commence sa vie dans un village lorrain où la France vient de perdre et où l'on apprend très tôt à se taire pour ne pas attirer l'attention. Le plus fou, ce garçon discret va grimper jusqu'au sommet sans jamais hausser la voix, et c'est justement ce silence qui, plus tard, pourrait lui coûter tout un pays. Dans ce paysage de frontières blessées, Mercy-le-Haut n'est pas seulement un point sur une carte, c'est une cicatrice. La Lorraine qu'il voit enfant, c'est une terre qui serre les dents. Le matin, on entend la cloche, on sent la fumée des cheminées, on marche entre des champs lourds et des routes où la poussière colle aux chaussures. Dans certaines maisons, on parle bas quand il est question de politique, comme si les murs pouvaient répéter. Albert grandit là, fils de cultivateur, dans une discipline simple. Travailler, compter, encaisser. Pas de théâtre, pas de grandes phrases, juste une obstination. Très tôt, un détail le distingue des autres. Il regarde les choses comme un mécanicien regarde une machine. Où ça fuit, où ça casse, pourquoi ça tient. On le retrouve au lycée de Nancy, puis dans l'univers presque irréel des concours, des tableaux noirs, des calculs, des nuits sans sommeil. Et là, premier choc visuel. Ce gamin d'un coin de campagne, boursier, se retrouve entouré de futurs grands noms, d'héritiers, de fils de notables, et il les dépasse. Il ne les dépasse pas en brillant. Il les dépasse en avançant comme un train de minerais, lent, massif, impossible à arrêter. À l'école polytechnique, puis à l'école des mines, il choisit la rigueur plutôt que la gloire. Les mines, c'est la science au ras du sol. On descend dans la chaleur, on sent la pierre mouillée, on entend la charpente gémir, et il suffit d'une erreur de calcul pour que le monde s'effondre. Ce n'est pas une métaphore, c'est un craquement réel, un éboulement qui avale la lumière. Albert se forme là. Il apprend qu'un homme peut mourir parce qu'un boulon a été mal serré. Il apprend aussi autre chose. Quand tout tremble, les chefs ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui gardent les mains stables. Le destin lui tend alors une tentation. Rester ingénieur, monter tranquillement, faire carrière dans une France industrielle qui veut croire à la paix. Mais Albert a une idée fixe, presque dangereuse, qu'il ne confie à personne. Une limite de temps, une échéance intérieure. Comme si, à force d'avoir grandi sur une terre humiliée, il s'était juré une revanche froide. Avant ses 30 ans, il ne serait plus simplement un technicien qui observe la politique de loin. Il entrerait dans l'arène, pas pour jouer au héros, il n'a pas ce goût-là, mais parce que, dans sa tête, un pays, ça se répare comme une machine. On remplace les pièces, on renforce les structures, on colmate les fuites, et pour ça, il faut être au cœur du moteur. Il a 29 ans quand il franchit la porte, et c'est là qu'arrive un premier twist. Il ne conquiert pas Paris par la flamboyance, mais par le local. Il commence dans son département, devient conseiller général, puis député. Dans les réunions, pendant que d'autres font des discours, Albert prend des notes. Il écoute les chiffres, les plaintes, les besoins concrets. Route, école, emploi, charbon, acier. Il parle peu. Mais quand il parle, il propose une solution. Et cette manière-là, presque antipolitique, plaît plus qu'on ne l'imagine. Ce qui le propulse, c'est aussi l'époque. La France de la belle époque ressemble à une salle de bal éclairée à la bougie, magnifique mais fragile. Derrière les sourires, il y a la peur des crises, la concurrence économique, les tensions internationales. Albert, lui, pense en ingénieur. Il veut des amortisseurs. Il veut des réserves. Il veut des institutions qui tiennent quand la foule s'emballe. Et pendant qu'il avance, un autre homme avance aussi. Son futur rival, son ombre nerveuse, celui qui va transformer la politique en duel permanent. Un homme d'un tout autre style. Pas un technicien, mais un avocat. Pas un silencieux, mais un charmeur. Pierre Laval. Là où Lebrun calcule, Laval improvise. Là où Lebrun construit, Laval manœuvre. Ils ne se ressemblent pas, et c'est précisément pour ça que leur rivalité va devenir toxique. Deux visions du pouvoir, deux manières de survivre, deux façons d'utiliser une république déjà fatiguée. Au début, ils ne sont que deux trajectoires parallèles. Albert consolide sa réputation de travailleur sérieux, de modéré fiable, de spécialiste des dossiers. Laval, lui, apprend l'art des couloirs, des alliances, des retournements. Il comprend avant les autres que la politique peut devenir un spectacle et que celui qui tient la scène peut tordre le scénario. Puis la guerre arrive, et là, plus de métaphores. Ce n'est plus une machine qu'il faut réparer, c'est un pays qu'il faut recoudre. Albert connaît Verdun, la boue, l'artillerie, l'attente qui rend fou. Il voit des hommes devenir vieux en une semaine, et cette expérience le transforme en profondeur. Il ne cherchera jamais l'aventure pour l'aventure, il cherchera l'équilibre, parfois jusqu'à l'excès, parce qu'il sait ce que coûte le déséquilibre.
Quand la paix revient, elle ne ressemble pas à une victoire, mais à un lendemain d'incendie. Des régions sont détruites, des familles cassées, des industries à reconstruire. Et là, Lebrun retrouve un terrain familier, organisé, remettre debout, rationalisé. Il entre au gouvernement, s'occupe de questions coloniales, puis de la reconstruction, du blocus, des régions ravagées. On pourrait croire que c'est administratif, que c'est froid. Mais imaginez des villes en ruine, des routes coupées, des champs criblés, des maisons qui sentent encore la fumée, et des milliers de regards qui demandent « Alors, on vit comment maintenant ?» Ce genre de dossier, ça peut tuer un homme. Lui, il serre les dents et il avance. Et plus il avance, plus il devient une pièce centrale. Non pas un chef charismatique, mais un rouage indispensable. Dans une république où les gouvernements tombent, où les coalitions se font et se défont, on aime ces hommes qui ne provoquent pas d'incendie. On les appelle sérieux. On leur confie les leviers. Albert Lebrun devient sénateur, grimpe dans la hiérarchie du Sénat, vice-président, puis président de la Chambre haute. Et à chaque marche, il fait la même chose. Il ne promet pas des miracles, il promet de tenir la structure. Mais c'est justement là que son rival devient dangereux. Car Laval, lui, n'a pas besoin de structure, il a besoin de vitesse. Il a besoin de contrôle. Il veut être celui qui fait l'histoire, celui qui décide, celui qui se place toujours au centre du cadre. Et quand Laval regarde Lebrun, il ne voit pas seulement un collègue, il voit un obstacle calme, une figure de confiance, quelqu'un que les autres pourraient choisir précisément parce qu'il ne dérange pas, et donc quelqu'un qui peut lui barrer la route au moment crucial. Le moment crucial, il commence à se dessiner dans l'air comme une odeur d'orage avant la pluie. Les années passent, mais l'Europe grince. La France est épuisée par ses débats, ses scandales, ses peurs. Les extrêmes hurlent, les crises économiques frappent, les gouvernements se succèdent. Et au milieu, Lebrun paraît presque anachronique. Un ingénieur en costume sombre dans une pièce remplie d'acteurs. Sauf que, parfois, l'histoire ne choisit pas l'acteur, elle choisit le verrou. En 1931, quand Lebrun devient président du Sénat, ce n'est pas une récompense mondaine. C'est une position stratégique, presque une trappe sous la Seine. Parce qu'en France, sous la Troisième République, il y a une règle implicite que tout le monde connaît. Si le président de la République disparaît, le président du Sénat est à portée immédiate du pouvoir. Ce n'est pas un fantasme, c'est un mécanisme, une charnière. Et c'est là que la tension monte d'un cran, sans tambour. Lebrun le sait, Laval le sait. Ils sont tous les deux face au même cadran invisible. Pas une horloge officielle, mais un compte à rebours d'instabilité. Quelque chose va céder. La question n'est pas si, la question c'est quand. Puis arrive ce jour où la politique bascule dans le sang. Un salon, des invités, une ambiance presque mondaine et soudain des coups de feu. Un président s'effondre. Le pays retient son souffle. La République, d'un coup, devient un corps vulnérable. Et dans la seconde qui suit, sans qu'il ait cherché la scène, Albert Lebrun se retrouve au centre du mécanisme. L'ingénieur est appelé à la machine en feu. Dans les couloirs, ça raccource, ça court, ça chuchote, ça calcule. Certains voient déjà l'opportunité. D'autres voient l'abîme. Et Laval, lui, comprend que le moment où l'on compte vraiment commence maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que dans une république qui tremble, l'homme le plus dangereux n'est pas forcément celui qui crie. C'est celui que tout le monde accepte, parce qu'il rassure. Et voilà le piège. Lebrun, toute sa vie, a été choisi parce qu'il tenait bon. Mais que se passe-t-il quand tenir bon ne suffit plus? Quand l'histoire exige non pas de consolider, mais de trancher? Quand votre rival, lui, se nourrit précisément du chaos, le destin vient de lui mettre une clé dans la main. Et quelque part dans l'ombre, Laval aiguise déjà ses couteaux politiques, persuadé qu'il saura mieux que ce silencieux utiliser la panique, les alliances, la peur, pour tirer la République vers son propre jeu. La porte du pouvoir était là. Albert Lebrun va la franchir, et dès qu'il mettra un pied de l'autre côté, le compte à rebours changera d'échelle. Ce ne sera plus avant mes 30 ans, ce sera avant que la France ne manque de temps. Le plus étrange quand on devient président au cœur d'une république instable, c'est que le pouvoir arrive parfois comme un bruit sec, pas comme une ovation. Un claquement, une porte qui s'ouvre trop vite. Et ce claquement-là, pour Albert Lebrun, a le son d'un revolver. Le pays n'a pas le temps de s'asseoir pour pleurer. L'assassinat de Paul Doumer laisse la France comme un homme qui titube, la main sur une plaie encore chaude. Les couloirs de Paris sentent l'encre fraîche des dépêches, le tabac froid, la nervosité. Les journaux crachent des titres énormes et dans les salons politiques, on ne parle plus. On calcule. Qui va tenir l'Élysée? Qui va rassurer les marchés, l'armée, les députés, la rue? On cherche une figure qui ne provoque pas, une présence qui calme, un verrou. Et c'est là que Lebrun, jusque la charnière, devient serrure.
Il arrive presque sans fracas, élu par l'Assemblée nationale comme on pose une main lourde sur une rambarde pour éviter de tomber. On le choisit parce qu'il n'est pas un incendiaire, parce qu'il a l'air d'un homme qui ne surprend pas, parce que son visage ne promet pas de coups de théâtre. Alors que, précisément, l'époque en raffole. Mais à peine élu, il découvre un secret que personne n'avoue à haute voix. La présidence sous la Troisième République est un trône sans épée, sauf quand la pièce s'effondre. Dans les jours calmes, on vous demande d'inaugurer, de recevoir, de sourire. Dans les jours de tempête, on vous demande de sauver la maison avec un seau d'eau et un regard ferme. Et les jours de tempête arrivent bien vite. À l'Élysée, tout est plus silencieux qu'on l'imagine. Le luxe n'a pas de bruit, ou presque. Les tapis avalent les pas, les portes se ferment comme des paupières. Mais derrière ce calme, il y a un grondement permanent. La mécanique des gouvernements. Un cabinet tombe, un autre se forme, puis se fracture. Les partis se déchirent. Les majorités se font et se défont comme de la fumée. Lebrun se retrouve à faire ce que l'on ne raconte jamais dans les livres scolaires. Écouter, recevoir, sonder, convaincre. Et surtout, choisir à qui confier Matignon, en sachant que le choix sera haï par la moitié du pays dès le lendemain. Le paradoxe est cruel. On l'a élu pour sa neutralité et on lui demande d'être arbitre dans un match où les joueurs cassent les règles. Dans cette agitation, une silhouette s'approche de plus en plus de la lumière. Pierre Laval. Et là, le conflit cesse d'être théorique. Il devient personnel, presque physique. Laval a ce talent particulier de transformer une conversation en piège. Il sourit, il flatte, il rassure, puis il glisse une exigence comme une lame fine. Lebrun, lui, parle avec prudence, pèse chaque mot comme une pièce d'or. Trop léger, on ne le respecte pas. Trop lourd, on l'accuse d'empiéter. Leur rivalité n'est pas un duel de sabres. C'est un duel d'air. Laval veut occuper l'espace. Lebrun veut empêcher l'espace de s'effondrer. Et voilà le premier twist. Le président modéré découvre que sa modération devient une arme, mais aussi une faiblesse. Parce qu'à chaque fois qu'il cherche le compromis, Laval apprend comment le contourner. À chaque fois que Lebrun pense stabilité, Laval pense momentum. Il y a dans Laval une énergie de joueur qui mise toujours sur le prochain coup, même si la table brûle. Et dans Lebrun, une obsession de mécanicien, éviter que le moteur ne casse. Puis le pays bascule dans un climat qui colle à la peau. Scandale, rumeurs, colère. L'affaire Stavisky empoisonne l'air comme un gaz. On parle de corruption, de protection, de saleté au sommet. Dans les cafés, dans les usines, dans les couloirs du Parlement, un même mot revient. Pourri. La confiance se fissure. Et quand la confiance se fissure, la rue s'impatiente. Lebrun le sent avant de le voir. La France, c'est une chaudière sous pression. On entend déjà les coups contre la tôle. Le 6 février 1934, la nuit tombe sur Paris avec une lourdeur d'orage. Et là, soudain, l'histoire prend une texture de cauchemar. La place de la Concorde se remplit, les cris montent, la colère devient une marée. Des ligues, des anciens combattants, des groupes hétéroclites, et surtout, une rage commune. Le système. Les forces de l'ordre tiennent comme elles peuvent. Les pavés volent, les charges s'enchaînent, des coups de feu claquent. Le sang apparaît sur les pierres. On comptera des morts, des dizaines de blessés, et une ville qui a frôlé l'émeute insurrectionnelle. Imaginez Lebrun, derrière les murs épais de l'Élysée, on le représente toujours immobile, distant. Mais ce soir-là, il est prisonnier d'un dilemme qui tue les régimes. Reculer et laisser croire que la rue commande. Frapper trop fort et faire basculer la République dans la répression, donc dans la haine. Et voici l'horloge, pas une horloge décorative, une horloge de crise. Il a 72 heures, pas plus, pour éviter que la France ne glisse dans une spirale irréversible. Guerre civile des nerfs, coup de force ou effondrement du gouvernement. 72 heures où chaque décision peut devenir une étincelle. C'est sa limite de temps à lui, non plus un serment de jeunesse, mais un ultimatum imposé par la rue. Le gouvernement vacille, Daladier est poussé vers la sortie, et Lebrun doit trouver une solution qui fasse baisser la température. Il appelle alors un ancien, un symbole, Gaston Doumergue. L'idée est simple et brutale, un homme au-dessus des partis, un rassembleur. Dans l'urgence, la République joue la carte de la respectabilité. Mais Laval observe, Laval apprend, Laval attend. Parce qu'en politique, l'urgence est un révélateur. Elle montre qui est indispensable, qui est décoratif, qui se nourrit du chaos. Dans les jours qui suivent, Lebrun fait ce que son tempérament lui dicte. Il colmate, il consolide, il veut un gouvernement d'union, une ossature. Il tente de calmer les passions avec la logique. Mais le pays n'est plus une machine rationnelle. C'est une foule de peurs. Et dans ce brouillard, Laval est le concurrent parfait. Il sait parler aux peurs sans les guérir. Il sait promettre sans s'enfermer. Il sait être l'homme de la situation parce qu'il sait être l'homme de plusieurs situations à la fois.
Lebrun comprend progressivement qu'il n'affronte pas seulement un rival, il affronte une méthode. Laval ne se contente pas de vouloir le pouvoir, il veut rendre le pouvoir dépendant de lui. Chaque crise devient une marche, chaque compromis devient une dette. Et bientôt, autour de Lebrun, des voix murmurent « Il faut Laval ». Parce que Laval a des réseaux, parce que Laval sait négocier, parce que Laval, croit-on, peut dompter le tumulte. C'est là que la présidence de Lebrun cesse d'être un rôle et devient une épreuve morale. Quand il reçoit Laval à l'Élysée, ce ne sont pas des scènes de théâtre. Ce sont des face-à-face où l'on sent l'acier sous le velours. Laval arrive avec cette assurance souple des hommes qui ont toujours une porte de sortie. Lebrun, lui, reste droit, presque austère, comme s'il voulait que la fonction parle à sa place. Mais la fonction ne parle pas. Elle chuchote, et parfois elle bégaye. Les gouvernements changent encore. La France a l'impression d'être dans une voiture dont le conducteur passe son temps à changer de volant. Et pendant ce temps, ailleurs, l'Europe devient menaçante. L'Allemagne d'Hitler réarme, claque des bottes, défie les traités. Les frontières redeviennent un cauchemar. Lebrun, enfant de Lorraine, soit poteau, n'a pas besoin de carte pour comprendre ce que cela signifie. Il voit déjà en imagination les colonnes, les trains, les réfugiés, les villes qui brûlent. Alors il veut gagner du temps, renforcer, préparer. Mais il se heurte à un autre sablier, celui de la politique intérieure qui s'épuise en querelle. Et c'est là qu'arrive un second twist, plus cruel encore. On accuse Lebrun de faiblesse précisément quand il tente d'éviter le pire. Parce que l'époque préfère les gestes nets, les mots qui claquent, les décisions théâtrales. Lui choisit la prudence, la continuité. On le traite d'effacé. Et pendant qu'on le traite d'effacé, les événements, eux, deviennent gigantesques. Laval, de son côté, se place comme l'homme des solutions rapides. Il sait jouer sur la fatigue nationale. Et un jour, l'inévitable arrive. Lebrun se retrouve face à un choix impossible. Refuser Laval et risquer de perdre une majorité, d'aggraver une crise, de provoquer une rupture. Accepter Laval et ouvrir la porte à un concurrent qui rêve d'être plus qu'un Premier ministre, un homme qui aspire à tenir la République par ses cordes sensibles. Lorsque Laval finit par revenir au premier plan, notamment dans les affaires étrangères puis à la tête du gouvernement, c'est comme si Lebrun installait lui-même une lame dans le mécanisme en espérant qu'elle coupera le danger extérieur. Sans couper la main de la République. Il se dit peut-être « je pourrai le contenir ». Il se dit peut-être « le système le limitera ». Il se dit peut-être « il faut bien quelqu'un pour négocier, pour gagner du temps ». Mais Laval ne gagne pas du temps, il gagne de l'espace. La tension désormais n'est plus seulement celle des rues, elle est dans les salons, dans les conseils, dans les mots non dits. Lebrun, président, doit rester au-dessus. Laval, chef de gouvernement, doit dominer en dessous. C'est une cohabitation avant l'heure, mais sans règles claires, sans garde-fous modernes. Et dans cette zone grise, la rivalité devient un poison lent. Il y a des scènes qui résument tout. Des dossiers étalés, des cartes, des chiffres. Lebrun qui demande « Est-ce prudent ? Est-ce tenable ?» Laval qui répond avec des phrases souples, des promesses de contrôle. On peut, on va, il faut. Et derrière ces « il faut », il y a toujours l'idée que lui seul sait comment faire. Lebrun le voit, il le sent, mais il est pris par son propre rôle. S'il s'oppose frontalement, il devient un président qui gouverne, et la Troisième République déteste cela. S'il ne s'oppose pas, il laisse Laval étendre sa toile. Le piège se referme doucement. Dans le pays, la fracture sociale grandit. Les grèves, les affrontements d'idées, la polarisation. Et quand vient le Front populaire, quand la gauche gagne, Lebrun doit, une fois encore, respecter les règles du jeu et appeler Léon Blum. La République respire, puis se crispe. Espoirs immenses, peur immense. On parle de congés payés, de semaines de travail, de dignité. On parle aussi de révolution et de menaces. Lebrun observe, arbitre, tente de maintenir une forme de continuité au milieu des vagues. Et Laval n'est jamais loin. Il se retire parfois, puis revient. Il se pose en alternative, il se nourrit du doute. Il attend que la fatigue transforme la nostalgie d'ordre en demande d'hommes forts. Le plus saisissant, c'est que Lebrun, dans ces années, commence à comprendre le vrai visage de sa présidence. Il est l'homme des seuils. Il tient la poignée de porte entre la République parlementaire et quelque chose de plus sombre, de plus brutal. La question n'est plus qui gouverne. La question devient quel régime survivra au prochain choc ? Et les chocs arrivent, plus lourds. L'Allemagne annexe, menace, défie. Les accords, les négociations, les renoncements, les calculs. L'Europe ressemble à une table où l'on déplace des pièces sans savoir que la table elle-même est posée sur un volcan. Chaque décision diplomatique fait trembler l'intérieur du pays.
Chaque concession divise. Chaque fermeté risque la guerre. Lebrun sent le piège. S'il pousse à la résistance, on l'accuse de vouloir le conflit. S'il accepte la prudence, on l'accuse de faiblesse. Son rivalité avec Laval prend alors une dimension plus inquiétante. Ce n'est plus seulement une rivalité de carrière, c'est une rivalité de destin. Parce que Laval, dans son pragmatisme froid, est prêt à envisager des chemins que Lebrun, attaché à l'idée de la République, ne veut pas nommer. Et Lebrun se retrouve à faire ce qu'il déteste. Choisir entre des mauvaises options, en espérant que l'une d'elles ne se transformera pas en catastrophe. Et pendant que ces tensions se multiplient, un détail presque ironique serre la gorge. Lebrun, le président de Stabilité, va être réélu. Réélu parce qu'on ne veut pas de choc supplémentaire. Réélu parce qu'on se dit, au moins lui, il tiendra. Mais tenir quoi exactement, quand les murs eux-mêmes commencent à vibrer? Le compte à rebours change encore. Il n'est plus de 72 heures, il devient plus vaste, plus terrible. Combien de mois reste-t-il avant que l'Europe n'explose? Et au milieu de cette horloge gigantesque, un rival continue de grandir, de s'adapter, de se rendre indispensable. Lebrun entre alors dans une phase où chaque matin ressemble à une marche sur un fil. Il sait que la prochaine crise ne sera pas un scandale, ni une émeute, ni un gouvernement qui tombe. Il pressent quelque chose de plus total, quelque chose qui engloutit les institutions au lieu de les secouer. Et quand ce quelque chose arrivera, la question qui planera au-dessus de lui comme une lame sera simple, brutale, définitive. Dans l'instant où tout s'écroule, le président silencieux saura-t-il parler? Le matin, à l'Élysée, il y a une minute où tout paraît immobile. Le silence est si épais qu'on pourrait croire que la République respire enfin. Puis viennent les dossiers. Des piles, des liasses serrées par des rubans, des télégrammes au papier mince, des notes griffonnées à la hâte, des cartes d'état-major où des lignes rouges ressemblent à des blessures. Albert Lebrun, lui, ne règne pas. Il travaille. Pas avec l'éclat d'un tribun, mais avec l'endurance d'un homme qui sait que la catastrophe ne prévient pas, elle s'installe. On lui reproche son effacement, comme si la dignité devait être bruyante. Pourtant, à l'intérieur, sa présidence ressemble à une salle des machines. Il reçoit, il consulte, il arbitre, il recoue ce qui se déchire. Et surtout, il s'impose une règle intime, un autre compte à rebours, invisible aux journalistes. Ne jamais laisser une crise franchir la nuit sans une issue. Avant minuit, il faut une porte. Avant l'aube, un gouvernement. Avant que la rumeur n'enfle, un geste qui rassure. C'est son obsession. Empêcher la panique de devenir habitude. À force de précaution, il devient un homme entouré par une guerre étrange. Une guerre de couloirs. Les sourires sont des armes, les amitiés des marchandages, les invitations des pièges. Et dans ce labyrinthe, Pierre Laval est partout, comme une odeur de fumée qu'on n'arrive pas à chasser. Laval ne frappe pas à la porte. Il est déjà dans la pièce. Il s'assoit, il parle, il propose, et dans chacune de ses phrases, il y a un sous-texte. Tu es président, mais c'est moi qui peux faire bouger les choses. Lebrun, lui, refuse le théâtre. Il veut une France solide, pas une France excitée. Alors il mise sur ce que l'on ne voit pas à l'écran, la continuité de l'État, la confiance des administrations, l'autorité calme des institutions. C'est un choix respectable et dangereux, parce qu'un adversaire comme Laval se nourrit précisément de ce que les autres ne voient pas. Il se nourrit des zones grises. Les années passent, et la présidence devient une marche forcée. Lebrun est sur les routes, dans les gares, sur les quais, dans les usines, dans les casernes. Il serre des mains, il écoute des doléances, il voit la fatigue dans les yeux des ouvriers et l'inquiétude dans ceux des officiers. On lui parle d'emploi, de pain, de salaire, de colère. Et au même moment, sur ces cartes d'Europe, les ombres s'allongent. À Berlin, le régime nazi durcit sa voix. Les discours deviennent des menaces, les menaces deviennent des actes. Une Allemagne qui réarme, c'est une Lorraine qui frissonne. Lebrun n'a pas besoin d'interprète pour comprendre ce que cela signifie. Son enfance, ses morts, ses ruines, tout remonte comme un goût de cendre. Il fait alors ce que son tempérament lui dicte. Il pousse en coulisses à la préparation. Pas à la préparation spectaculaire, mais à la préparation obstinée. Budget, équipement, organisation, plan. Il encourage l'idée qu'un pays doit être prêt avant d'avoir peur, parce qu'une fois la peur installée, on achète trop tard, on décide trop tard, on s'affole trop tard. Et là, on touche à l'un des grands paradoxes de Lebrun. On l'imagine passif, alors qu'il est en réalité un homme de résistance lente. Il ne renverse pas une table, il renforce les pieds. Mais la France de ces années-là n'est pas une machine réglée. Elle est un organisme nerveux, hypersensible, qui réagit à tout.
La crise économique a laissé des cicatrices. Les scandales en Pokersomani ont abîmé la confiance. Les oppositions idéologiques se durcissent. Et chaque projet de défense, chaque effort budgétaire rencontre un mur. La peur de la guerre et la peur de payer le prix de l'éviter. C'est un pays qui veut être en sécurité sans se sentir menacé. Un pays qui réclame la paix tout en devinant qu'elle devient fragile. Dans cette tension, Lebrun se retrouve à présider des conseils où l'air lui-même semble comprimé. On y parle d'avions, de canons, de fortifications, de mobilisation, de réserves. On y parle aussi de diplomatie, donc de mots. Et les mots, à cette époque, peuvent tuer. Un mot de trop, c'est une crise internationale. Un mot de moins, c'est un signal de faiblesse. Lebrun, qui choisit chaque phrase comme on choisit une pièce de métal, se méfie des formulations trop belles. Et c'est là que Laval devient plus qu'un rival. Il devient un danger stratégique. Parce que Laval, lui, adore les mots qui glissent. Les mots qui permettent de se dédire. Les mots qui laissent une porte entrouverte pour lui. Lorsque Laval prend une place centrale au gouvernement, il agit comme si la politique étrangère était un jeu de miroir. Un jour, il est ferme. Le lendemain, conciliant. Il serre une main ici, rassure là, puis revient à Paris en disant « Nous avons gagné du temps ». Toujours ce refrain, le temps. Mais Lebrun comprend l'arrière-goût. Gagner du temps n'a de valeur que si l'on fait quelque chose de ce temps. Sinon, c'est juste repousser l'instant où l'on sera pris de court. Et Lebrun redoute d'être pris de court comme on redoute un éboulement. Parce qu'il connaît ce bruit-là, celui d'un sol qui cède sans prévenir. Alors il pousse encore et encore pour que le temps gagné devienne du métal, des munitions, des avions, des unités mieux entraînées. Il s'accroche à des hommes qu'il estime capables de tenir le pays en état d'équilibre sans céder au vertige. Il reçoit, il encourage, il sermonne parfois, à sa manière, c'est-à-dire sans éclat, mais avec une fermeté qui se lit dans un regard. Et il découvre une chose terrible. La France n'est pas seulement en danger à cause d'un ennemi extérieur, elle est en danger parce qu'elle se fatigue d'elle-même. Cette fatigue, on la voit dans les débats interminables, les chutes de cabinet, les négociations qui n'en finissent même pas. Lebrun, président, ne peut pas gouverner comme un chef de l'exécutif moderne. Son pouvoir est réel mais indirect. Il influence, il nomme, il conseille, il avertit. Et cette limitation devient une sorte de torture. Il voit le mur se rapprocher, mais il doit pousser les autres à bouger au lieu de bouger lui-même. C'est là qu'un nouveau twist apparaît, presque cruel. Plus la menace extérieure grossit, plus la politique intérieure devient un champ de bataille émotionnel. Les uns accusent les autres de préparer la guerre. Les autres accusent donc les premiers de préparer la défaite. La peur se déguise en morale, la morale se déguise en haine. Et au milieu, Lebrun tente de rester la ligne droite dans un monde qui devient courbe. Il y a des images qui s'impriment, une salle où des ministres s'interrompent, où des voix montent, un téléphone qui sonne et apporte une nouvelle inquiétante, un télégramme ouvert d'un geste sec, comme si on arrachait un pansement, une carte sur laquelle une frontière devient un fil trop tendu, et puis le visage de Lebrun immobile qui écoute sans donner au tumulte le plaisir de le voir vaciller. Pourtant, à l'intérieur, la pression le travaille, il sait que l'histoire ne pardonne pas au président qui n'a pas vu venir. Il sait aussi qu'on ne lui donnera pas d'excuses, on ne dira pas « il n'avait pas le pouvoir », on dira « il était là ». À mesure que l'Europe s'enfonce dans la menace, il devient de plus en plus clair que la véritable bataille se joue sur deux fronts, contre l'extérieur et contre l'illusion. L'illusion que l'on peut négocier indéfiniment, l'illusion que la paix est un état naturel, l'illusion qu'un pays peut se permettre de rester divisé quand le danger devient total. Et c'est là que Laval tente son coup le plus subtil, se présenter comme l'homme du réalisme absolu, le réaliste qui n'a pas de scrupules inutiles, le réaliste qui évite le pire en acceptant le moins mauvais. Lebrun l'écoute et il sent le piège. Le réalisme de Laval ressemble trop souvent à une capitulation déguisée. Pas une capitulation ouverte, non, Laval est de trop habile pour ça, mais une capitulation progressive, faite de renoncements justifiés par la prudence. Lebrun n'est pas naïf, il n'est pas romantique, il n'est pas un rêveur de guerre héroïque, il est même viscéralement un homme de paix. Mais il connaît cette vérité que seuls les survivants comprennent. Il existe une paix qui protège et une paix qui endort. Et une nation endormie face à un prédateur réveillé finit déchirée. Alors il s'accroche à l'idée d'une France prête, d'une France qui ne se raconte pas d'histoire. Et quand Édouard Daladier prend la tête du gouvernement, Lebrun voit en lui un mélange rare. Un homme assez solide pour décider, assez pragmatique pour agir, assez dur pour tenir face aux pressions. La relation entre les deux hommes n'est pas celle d'un maître et d'un exécutant. C'est celle de deux conducteurs dans un car qui roule vers un ravin,
L'un tient le volant, l'autre tient la carte, et ils savent tous les deux que la route n'a presque plus de bas-côté. Arrivent alors les heures où l'Europe retient son souffle, ces heures où l'on croit entendre la guerre avant qu'elle n'éclate. Des rencontres diplomatiques, des ultimatums, des concessions. Et à chaque fois, le brun est là, au sommet, confronté à une question qui le dévore. Est-ce que céder aujourd'hui évite la guerre demain ? Ou est-ce que céder aujourd'hui rend la guerre demain plus terrible ? On parle beaucoup dans ces moments-là des signatures, des photos, des sourires forcés. Mais on parle peu de l'envers du décor, des nuits sans sommeil, des rapports militaires qui refroidissent le sang, des estimations de pertes, des listes de matériel manquant, des comparaisons angoissantes. Imaginez un document posé devant le brun, des colonnes de chiffres, des délais de production, des unités disponibles. Une phrase au milieu, froide comme une lame. Pas prêt, ou pire, insuffisant. Et là, il impose un nouveau compte à rebours, plus brutal, plus concret. 6 mois. 6 mois pour accélérer, 6 mois pour produire, former, organiser. 6 mois pour rattraper du retard que 10 ans de querelles ont creusé. 6 mois, c'est rien à l'échelle d'un pays. Mais c'est tout ce qu'il croit pouvoir arracher à l'histoire. Il le sait, si la guerre vient avant, elle viendra dans un pays encore en transition. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un pays en transition. Pendant ce temps, Laval n'abandonne pas. Même lorsqu'il n'est pas au premier plan, il plane, il critique, il propose, il se rend utile. Il se place comme recours, il parle à ceux qui ont peur. Et il y a toujours, au fond, cette compétition silencieuse. Le brun veut préparer, Laval veut arranger. Le brun veut renforcer, Laval veut contourner. Le brun veut maintenir la République, Laval veut maintenir Laval. Puis vient la guerre. Pas encore la chute, pas encore l'effondrement, mais la bascule officielle. La France entre dans un état où chaque jour peut être le dernier jour de normalité. La mobilisation, les départs, les familles sur le sommeil sur les quais, les embrassades trop longues, les regards qui évitent de dire adieu. Les campagnes se vident d'hommes, les villes se remplissent de rumeurs. Les affiches, les ordres, les uniformes. La France redevient un pays qui attend l'impact. Et le brun à l'Élysée fait face à une scène presque irréelle. Il est le chef de l'État d'une nation qui a déclaré la guerre, mais où la guerre au début semble immobile, une guerre d'attente, une guerre de nerfs. Et c'est là que sa présidence devient presque une expérience psychologique. Tenir un pays dans la tension permanente sans qu'il se brise de l'intérieur. Il multiplie les réunions, les consultations, les messages d'unité. Il visite les troupes, observe les visages, écoute les officiers. Il essaie d'incarner quelque chose que l'époque n'a plus, la continuité. Dans ses paroles, il cherche une ligne. Ni triomphalisme, ni panique. Et pourtant, la panique est là, tapie sous la surface, comme un animal. Parce que la vérité est brutale. Malgré les efforts, malgré les accélérations, malgré les budgets, la France n'a pas réglé toutes ses failles. Elle a colmaté, oui. Elle a renforcé, oui. Mais elle a aussi traîné, hésité, perdu du temps en dispute. Et Lebrun sent que cette addition, toutes ces petites lenteurs accumulées, pourrait se transformer en catastrophe. C'est là que la rivalité avec Laval prend une couleur presque sinistre. Laval n'est plus seulement un concurrent politique, il devient, dans l'esprit de Lebrun, le symbole d'une tentation nationale, la tentation du raccourci, la tentation du compromis extrême, la tentation de croire qu'on peut sauver l'essentiel en abandonnant des principes. Et Lebrun, qui a passé sa vie à réparer des mécanismes, devine un danger pire que la défaite militaire, la défaite morale, celle qui vient quand on se persuade qu'on n'avait pas le choix. Alors il tient, il serre les dents, il continue à jouer son rôle de pivot, de stabilisateur, d'homme qui empêche l'État de se dissoudre. Mais à mesure que les nouvelles deviennent plus lourdes, que les rapports se font plus sombres, un autre twist se prépare dans l'ombre. La France va bientôt manquer de temps d'une manière que personne n'ose imaginer. Pas manquer de temps pour se préparer, manquer de temps pour rester elle-même. Et dans cette approche du précipice, Lebrun comprend quelque chose de terrifiant. Le vrai duel avec Laval n'aura pas lieu dans un vote, ni dans une élection, ni dans un salon. Il aura lieu au moment exact où le pays vacillera. Au moment où la République, blessée, cherchera une béquille, et où Laval tendra la sienne, en échange de tout le reste. Lebrun, lui, s'impose une dernière échéance intérieure, silencieuse comme une prière d'ingénieur. Si le choc arrive, tenir la ligne jusqu'au bout de la journée. Ne pas céder à l'affolement. Ne pas ouvrir la porte au pire sous prétexte d'éviter la douleur. Tenir la ligne, même si la ligne tremble, et l'on sent dans l'air que le choc arrive. Il y a un instant dans la vie d'un chef d'État où le pouvoir ne s'en va pas en fanfare, mais en glissant, comme un manteau qu'on vous arrache dans un couloir. Pas de musique, pas d'ovation, juste un bruit de papier froissé, un regard qui se détourne, et cette sensation physique. La République est en train de quitter votre corps.
En juin 1940, la France ne vit plus dans le temps normal. Le calendrier se déchire. Les journées n'ont plus de bord. Les routes se remplissent de charrettes, de vélos, de voitures surchargées, de matelas attachés avec des cordes. Des familles avancent à pied, les yeux rouges, serrant des valises qui paraissent absurdes face au tonnerre des avions. La chaleur colle, la poussière colle, la peur colle. Et au sommet, on ne gouverne plus. On tente de sauver ce qui peut encore tenir debout. Albert Lebrun suit le gouvernement dans sa fuite vers le sud comme on suit une marée noire en espérant qu'elle s'arrêtera avant d'atteindre la maison. Tours, Bordeaux, des villes qui deviennent soudain des capitales improvisées, des bureaux installés dans l'urgence, des téléphones qui n'arrêtent pas, des couloirs pleins d'hommes épuisés qui parlent trop vite, trop bas, trop tard. On entend les mots les plus dangereux au monde. Armistice, capitulation, repli, nécessité. Et là revient son rival. Pas comme une silhouette du passé, mais comme un animal qui sent le sang. Pierre Laval comprend quelque chose avant beaucoup d'autres. Quand un régime vacille, la question n'est pas seulement comment survivre, mais qui ramassera les morceaux. Laval ne cherche pas une issue honorable. Il cherche une issue qui le met au centre. Il a cette manière de se présenter comme solution, comme si la catastrophe était un problème de procédure. Il parle de réalisme, de salut public, de seul moyen. Et derrière ces mots, il y a une ambition nue. Si la Troisième République doit mourir, alors je veux être dans la pièce au moment où elle ferme les yeux. Lebrun, lui, sent une autre vérité, plus froide. Quand la défaite arrive, le pouvoir ne vous appartient plus vraiment. Il appartient à ceux qui crient le plus fort ou à ceux qui offrent une porte de sortie, même si cette porte ouvre sur une prison. Et c'est dans ce couloir-là que l'histoire l'enferme. Le 16 juin, un choix tombe sur lui comme une pierre, nommer un nouveau chef de gouvernement. Paul Reynaud s'en va, épuisé, opposé à l'armistice. Lebrun appelle Philippe Pétain. Et le geste a la lourdeur d'un levier qu'on actionne pour éviter une explosion, sans savoir que ce levier peut aussi déclencher l'effondrement du bâtiment. Pétain arrive avec son aura de vieux soldat. Beaucoup veulent y croire. Le vainqueur de Verdun protégera la France. Lebrun, l'homme prudent, se dit peut-être qu'il gagne du temps, qu'il calme la panique, qu'il protège l'unité. Mais Laval, lui, voit déjà plus loin. Une fois Pétain installé, il y aura un vide juridique à remplir, une république à dissoudre, proprement, un pouvoir à redessiner, et Laval excelle dans les vides. L'armistice est demandé. Les mots « cessation des combats » sonnent comme un drap qu'on tire sur un corps. Le pays est hébété. Lebrun, président, devient alors le gardien d'une porte qui se referme, celle de la Troisième République telle qu'elle existait. Et voici le twist le plus cruel de sa vie politique. Ce n'est pas un coup d'État avec des chars. C'est une transformation par les procédures, par les votes, par des textes. Une mort administrative, comme si l'on étouffait un régime avec un oreiller de papier. On arrive à Vichy. Ville d'eau, hôtel élégant, façade tranquille. Et soudain, centre d'un basculement historique. L'atmosphère est irréelle. Des palaces transformés en ministères, des salles de bal transformées en bureaux, des tentures et des lustres au-dessus de décisions qui vont briser des millions de vies. Lebrun voit défiler les parlementaires, les visages tendus, les postures nerveuses. Certains espèrent encore une riposte depuis l'Empire, depuis l'Afrique du Nord. D'autres veulent en finir vite pour éviter le chaos. Et dans ce mélange de peur et de fatigue, Laval travaille comme un serrurier. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs constituants à Pétain. Dans une salle où l'air manque, on entend des chaises grincer, des papiers claquer, des murmures. Pas de charge de cavalerie, pas de tambour. Juste des bulletins qui tombent, un à un comme des gouttes d'eau dans un puits. Lebrun est là, chef de l'État, et c'est un moment d'une violence étrange. On ne le renverse pas, on le contourne. On ne l'expulse pas, on le neutralise. Et c'est là que son ultime limitation de temps s'abat sur lui, comme un couperet privé. Quelques heures pour décider s'il résiste ouvertement, et déclenche peut-être une guerre interne au cœur même de la défaite, ou s'il cède en espérant préserver une forme d'unité, ou au moins éviter une panique totale. Les options ne sont plus bonnes ou mauvaises. Elles sont tragiques ou irréparables. Lebrun choisit de ne pas se battre frontalement. Et le détail est capital, presque un secret d'ombre. Il ne démissionne pas officiellement. Il cède l'exercice du pouvoir. Il se retire, il sort du cadre, sans en fermer la porte. Ce demi-geste crée une situation fantomatique. Un président qui n'est plus président, mais qui n'a pas dit « je cesse ». Une république qui n'existe plus, mais dont certaines coutures n'ont pas été formellement coupées. Ce n'est pas seulement un scrupule juridique, c'est un symbole. Lebrun n'arrive pas à prononcer la phrase finale. Comme si sa vie entière, réparer, maintenir, éviter la rupture,
l'empêchait de signer la rupture la plus gigantesque. Et Laval, dans ce moment, gagne la bataille du récit. Car très vite, il devient l'un des artisans majeurs du nouveau régime. Là où Lebrun se retire, Laval s'avance. Là où Lebrun espère limiter les dégâts, Laval épouse la logique de l'occupant. Marchandage, concession, collaboration. Le rival n'a plus besoin de l'Élysée. Il a trouvé mieux, plus direct, plus dangereux, une influence sur l'État qui ne s'embarrasse plus des anciennes retenues. Lebrun quitte Vichy pour Visil, dans l'Isère. Le décor change brutalement. Fini les tapis épais, les salons officiels. Place à une vie resserrée, presque provinciale, comme si l'histoire l'avait renvoyé à une version inversée de son enfance. La France n'est plus humiliée par une frontière perdue. Elle est humiliée partout. Le silence revient. Mais ce n'est plus le silence du travail, c'est le silence de l'effacement. Il vit, il observe, il se tait. Et ce silence n'est plus une stratégie, c'est une contrainte. Pour un homme qui a tenu la clé de l'État, la retraite n'est pas un repos. C'est une cage mentale. Lebrun devient un spectateur forcé d'un pays qui se transforme sans lui. Il voit passer des uniformes, des drapeaux, des slogans. Il voit surtout l'idée même de république se faire dépecer. On remplace les mots, on réécrit les symboles, on punit les opposants, on traque les résistants. Et au-dessus de tout cela, l'ombre de Laval grandit encore. Laval devient une figure centrale du régime, l'homme de la négociation avec l'Allemagne, l'homme des compromis, qui ressemblent à des abandons. C'est là que la rivalité prend sa forme la plus perverse. Lebrun n'a plus de levier, mais il a encore une conscience. Et cette conscience le tourmente. Ai-je, en cédant, ouvert la porte ? La question n'a pas de réponse simple, et c'est ce qui la rend insupportable. Car si Lebrun accuse Laval, il doit aussi regarder le mécanisme qui a permis à Laval d'avancer, la fatigue du pays, la peur, la défaite, les illusions d'un moindre mal. Et soudain, un nouveau twist, presque cinématographique, tombe sur lui. Même retiré, même silencieux, il reste un symbole. Aux yeux des nazis, il n'est pas un vieux monsieur tranquille dans une maison de province. Il est un ancien président, un nom, une valeur d'échange, un otage potentiel. Un morceau de France qu'on peut enfermer pour rappeler aux autres qui commandent. Le 27 août 1943, la Gestapo vient l'arrêter. Le choc est brutal parce qu'il est intime. Ce n'est pas une bataille, c'est une intrusion. Des bottes, des ordres secs, des papiers tendus, des regards qui ne demandent pas la permission. Lebrun se retrouve réduit à un corps qu'on déplace. Imaginez la scène. Le dernier président de la Troisième République emporté comme un paquet, sans tribune, sans discours, sans défense. Et là, l'image est presque insoutenable. L'homme qui incarnait la continuité de l'État est traité comme un numéro. On le déporte en Allemagne, au château d'Itter, au Tyrol. Un château. Le mot paraît presque romantique, et c'est ce qui fait mal. Derrière les murs, ce n'est pas un conte, c'est une prison de VIP. Un endroit où l'on garde en vie des figures françaises, anciens chefs, généraux, personnalités, non pas par bonté, mais par calcul. Les nazis transforment des êtres humains en jetons. Lebrun, l'ingénieur de la stabilité, devient littéralement une pièce sur un échiquier géant. Et là, une autre limite de temps surgit, plus humiliante encore, son propre corps. La santé se dégrade, les journées se ressemblent, coupées d'attente, de contrôle, d'une angoisse sourde. On ne sait pas si l'on sera transféré, libéré, exécuté. On ne sait pas si l'on est précieux, ou simplement provisoire. Lebrun, qui a passé sa vie à maîtriser des dossiers, se retrouve face à l'incontrôlable absolu. Le caprice de ses geôliers et l'usure de ses poumons, de son cœur, de sa résistance. Sa survie devient un calendrier médical. Il est finalement renvoyé en France pour raison de santé, comme si le régime nazi, qui a broyé tant de vies, jugeait soudain qu'il vaut mieux ne pas laisser mourir ce prisonnier précieux loin des regards. Le geste n'a rien d'humanitaire. Il est utilitaire. Et le retour n'est pas un retour triomphal. C'est un retour silencieux, un homme affaibli qui retrouve une patrie encore meurtrie, encore occupée, encore sous la menace. Puis la guerre se retourne. La France se libère. Les drapeaux reviennent, les foules aussi, mais ce ne sont pas les mêmes foules. Elles ont vu trop de choses. Elles veulent des comptes, des noms, des responsabilités. Et dans ce nouveau paysage, Lebrun réapparaît comme un fantôme du régime précédent. Le dernier président d'un monde disparu, un témoin gênant parce qu'il rappelle que l'effondrement n'a pas été seulement militaire, il a été institutionnel, moral, psychologique. Il y a dans l'après-guerre une scène invisible mais puissante, celle où Lebrun comprend qu'il ne récupérera jamais son pouvoir, ni même son statut. La France est passée à autre chose. De Gaulle incarne une légitimité nouvelle fondée sur la résistance et la guerre.
La Troisième République, elle, est associée à la défaite et aux fractures. Et Lebrun, qui n'a pas trahi comme les collaborationnistes, qui n'a pas combattu comme les résistants, se retrouve dans un entre-deux cruel. Trop lié à l'ancien monde pour être célébré, trop éloigné des crimes de Vichy pour être condamné comme un coupable. Son rival, lui, ne connaît pas cet entre-deux. Laval finit par être jugé, puis exécuté en 1945. Et là, la rivalité se résout d'une manière que Lebrun n'aurait probablement jamais choisie. Pas par un vote, pas par une victoire politique, mais par un peloton. Laval, l'homme des manœuvres, est rattrapé par l'histoire comme par une lame. Pour Lebrun, c'est un choc moral autant qu'un dénouement. Voir son adversaire disparaître ainsi, dans la violence froide de la justice d'après-guerre, c'est comprendre que la France, désormais, ne cherche plus des compromis. Elle cherche des ruptures nettes. Mais cette rupture, elle ne lui rend pas sa paix intérieure. Parce que la question reste, à quel moment la porte a-t-elle été ouverte? Et plus profondément, aurait-il pu la garder fermée? C'est ici que l'héritage de Lebrun devient une énigme fascinante, et un raxo. Eh bien tragique. D'un côté, on peut le regarder comme l'homme de la prudence, de la compétence, de la stabilité administrative, celui qui a tenté de maintenir l'État dans un pays qui se fragmentait. On peut rappeler qu'il était pris dans les contraintes institutionnelles de son époque, dans une présidence qui ne commandait pas comme une présidence moderne. On peut voir en lui un homme honnête, sérieux, laborieux. Mais de l'autre côté, il y a l'image qui colle, celle du président silencieux au moment où la France avait besoin d'une voix qui tranche. Celle d'un homme qui a voulu éviter la rupture et qui a accompagné, malgré lui, la plus grande rupture. Comme si sa vertu, la modération, était devenue dans la tempête une faiblesse mortelle. Lebrun, après la guerre, ne remonte pas sur scène. Il vit plus retiré, avec cette dignité un peu triste des hommes qui savent que l'époque n'a plus de rôle pour eux. Et pourtant, sa simple existence est un rappel. La République n'est pas tombée en une nuit, elle s'est épuisée. Elle s'est fissurée. Elle a été minée par des crises, des rivalités, des calculs. Et Laval, dans ce tableau, incarne l'un des visages les plus implacables de cette corrosion. Le dernier twist de sa vie est presque intime. Il meurt en 1950 à Paris, loin des champs de Lorraine, loin des salons de Vichy, loin du château-prison du Tyrol. Pas dans un fracas historique, mais dans une fin humaine fragile. Et ce contraste est saisissant. Celui qui a vécu au bord de l'abîme collectif s'éteint dans le silence ordinaire d'une chambre, comme si l'histoire, une fois encore, refusait de lui offrir un théâtre. Alors, que reste-t-il d'Albert Lebrun? Reste un récit qui dérange, parce qu'il n'offre pas de héros simple. Il oblige à regarder la politique non pas comme une suite de grandes phrases, mais comme une mécanique où l'hésitation peut être fatale. Il oblige à admettre qu'un homme respectable, prudent, compétent, peut être emporté par une crise plus grande que lui, et que cette crise peut être exploitée par un rival plus opportuniste, plus souple, plus dangereux. Reste aussi une image que je veux te laisser comme un plan final à l'écran. Lebrun, seul, devant une table, une feuille devant lui. Il ne signe pas la gloire, il ne signe pas la victoire, il ne signe même pas sa démission. Il laisse le stylo posé, comme si le dernier mot lui échappait, et derrière, dans l'ombre, on devine la silhouette de Laval, déjà en train de parler aux vivants, déjà en train de construire un pouvoir sur les ruines. L'histoire d'Albert Lebrun, au fond, est celle d'un homme qui a cru qu'on pouvait sauver un pays en l'empêchant de se briser, et qui a découvert, trop tard, que parfois, la seule manière de sauver une maison, c'est d'oser casser une porte avant que l'incendie ne la verrouille de l'intérieur.